pas ça? C'est un peu ça qui est arrivé. Là. Oui. Bon, des confessions hors caméra. On parlait d'armes à feu, justement, parce que là, on y arrive. Là, on parle de chasse aujourd'hui, de territoire, de zones à respecter, de code aussi, qu'est-ce que ça nous prend pour aller à la chasse, mais aussi, il y a la question de l'arme à feu. Et là, on disait, juste avant la pause, qu'il peut y avoir des infractions puis des peines sévères reliées à un usage qui n'est pas légal. Exactement. Ou un entreposage même qui n'est pas légal. Il faut comprendre qu'une arme à feu doit être toujours non chargée lorsqu'on va l'entreposer, doit être également verrouillée. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des dispositifs pour verrouiller les détentes. Et on va s'assurer également qu'elle soit dans un armoire verrouillé. Oui. Et on ne prend pas de chance. On met les munitions dans un autre armoire pour être sûr de séparer les deux pour pas qu'il arrive d'accident. OK, mais là, je me fais l'avocat du diable. Là. Il arrive une urgence à la maison. Là. Il y a quelqu'un qui fait une invasion de domicile. Je suis toujours bien pas pour lui dire « Excuse-moi, donne-moi une chance, je vais aller chercher mes balles. Ouais, c'est un peu pour ça que la loi a été faite, pour pas que les gens se fassent justice eux-mêmes, puis pour donc que les gens mieux de se faire tuer. aient accès à leur arme à feu. Ouais. Donc, peut-être laisser les policiers faire leur travail. Oui, mais admettons que la police n'a pas le temps de se rendre. J'ai même pas le temps de pogner le téléphone, là, que le gars est rendu au pied de mon lit. On fait pas de débat ensemble, mais vous comprenez ce que je veux dire? Là. Oui, je comprends, mais la loi a été faite, la législation, pour justement éviter des tragédies comme ça. Et par qui? Par des politiciens qui ont des gardes du corps, qui vivent au 24 Sussex Drive, qu'il n'y a pas personne là, que tu les approcheras d'un tampon de 3 km. Je peux pas commenter les décisions politiques là. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les peines pour les introductions par infraction, lorsque les gens sont à la maison, sont beaucoup plus sévères que les peines d'introduction par infraction, comme par exemple dans des commerces ou sur des propriétés industrielles. Lorsqu'on fait une introduction par infraction dans une résidence, les peines sont plus lourdes exactement pour les raisons que vous avez mentionnées. Non, c'est épouvantable. C'est un viol dans tous les sens du terme. C'est grave. Pour revenir à l'entreposage des armes à feu, il est également possible, si on veut avoir la disposer, l'exhiber, notre arme à feu, c'est possible de le faire dans un présentoir vitré qu'on va verrouiller également à clé et on va verrouiller la détente avec le dispositif que je mentionnais. On va mettre les munitions ailleurs pour être sûr justement que ça ne soit pas facilement accessible. Le transport d'une arme à feu, c'est autre chose. Dans un véhicule. Dans un véhicule. Dès qu'on sort de son coffre là, sécurisé. Là. Oui. Alors, il est permis de transporter notre arme à feu toujours non chargée. C'est pas nécessaire de la mettre dans un étui. C'est pas nécessaire non plus d'avoir un dispositif verrouillé si on demeure à bord du véhicule et qu'on l'a toujours en visuel. Ah oui? Par contre, je pourrais me promener là, à côté du bras de vitesse. Là. En période de la chasse, on va demander aux gens de la mettre au moins sur la banquette arrière. Mais oui, effectivement, c'est possible si elle est non chargée. Donc, en tout temps? En tout temps. M'en va à Montréal travailler, même mon gun à côté du bras de vitesse. En période de chasse, mais vous allez devoir risquer de vous faire intercepter. En période de chasse? Non, tout le temps. Moi, je vous dis, même en dehors des périodes de chasse, peux-tu faire ça, moi? Vous risquez de vous faire intercepter par les policiers. Pourquoi? En haut risque, par exemple, parce que les policiers prennent pas de chance. Lorsqu'ils interceptent un véhicule puis qu'on a présence d'armes à feu, à ce moment-là, il n'y a pas de chance à prendre. Vous ils me donneront de vous faire intercepter au risque. Je me fais fouiller. Si votre arme à feu est déchargée, que vous avez un visuel sur l'arme à feu, ou criminellement, non, il n'y a pas d'infraction qui est commise. Par contre, si vous devez descendre de votre véhicule pour aller gazer, pour aller au restaurant, ou peu importe, ou aux toilettes, faut que je l'amène. À ce moment-là, il faut verrouiller votre arme à feu, qu'elle soit toujours non chargée, la mettre dans la valise. Si jamais vous avez une camionnette qui n'a pas de valise, vous devez cacher votre arme à feu pour pas qu'elle soit. Donc, je peux pas sortir avec l'arme, même si elle est verrouillée, pas de munitions, juste pour dire « Hey, je m'en vais aux toilettes. » J'ai un œil dessus. Non, vous pouvez pas faire ça. Je peux pas faire ça. Les rednecks, là, ça marche plus. Ça marche pas. Si vous êtes en région éloignée, il y a certaines exceptions. Vraiment, les régions éloignées, beaucoup plus au nord. Mais en ce qui concerne Mont-Tremblant, on n'en est pas là. Puis pas chez nous, sans doute. Là. Non vraiment plus. Pas... Bon, OK. Mais là, donc c'est fini le temps chez mon oncle Horace où on allait, puis il y avait un paquet d'armes là, à côté dans le coin de la pièce. C'est fini ce temps-là. Là. On pourrait même se ramasser en prison. En fait, la loi sur les armes à feu prévoit que l'infraction criminelle, si vous entreposez pas convenablement votre arme à feu, on appelle ça, nous, usage négligent d'une arme à feu. Même s'il n'y a pas de balle, rien. Même s'il n'y a pas de balle, rien, s'il n'est pas entreposé dans les normes, à ce moment-là, oui. Il faut comprendre que si un policier aperçoit une arme à votre résidence, que vous avez laissé entrer le policier, comme par exemple pour prendre une déclaration, ou le policier répond à un appel, il n'y a pas besoin de mandat là, pour aller vérifier. Si jamais il constate de visu, ce qu'on appelle, nous, en pleine view, s'il constate qu'il y a une arme à feu qui est mal entreposée, vous risquez d'avoir des accusations. Donc, toujours garder votre arme à feu non chargée, bien verrouillée, dans une armoire qui n'est pas à la vue,
séparer les munitions. OK. Et vous m'avez dit, je le répète encore, c'est pas toutes les armes qui sont accessibles pour la chasse, là. Admettons, moi, j'ai le droit, là. J'ai un permis d'armes de poing, pour toutes sortes de raisons, là, armes restreintes. Comme par exemple, vous êtes un policier. Admettons. Puis là, je suis chez nous, à la ferme, là, puis je vois une dingue passer, pas le temps d'aller chercher le gun. Paf! Je pourrais pas faire ça, légalement parlant. Non, parce que vous avez les armes à feu sans restriction qui sont utilisées généralement pour la chasse. Vous avez les armes de poing, comme ceux qu'utilisent les policiers, mais ces armes-là, ce sont des armes prohibées au sens criminel. Leur utilisation est extrêmement encadrée par le code criminel. On s'en sert vraiment là, dans l'exercice de nos fonctions. Okay. On ne pourrait pas s'en servir comme, par exemple, pour aller à la chasse. De toute façon, c'est beaucoup moins efficace qu'une arme de chasse. Bon, mais là, évidemment, je vous laisse un exemple complètement farfelu. Moi, j'ai un ami, il est vraiment redneck, là. Puis, il prend son fusil. Je connais pas tous les calibres, là. En tout cas, il prend ça, puis lui, il dit, tiens, quand je vais chercher mon sapin de Noël sur la terre, moi, il dit, au lieu de prendre la chainsaw, je le tire à coup de 12. Puis, non, mais c'est 3-4 coups, puis là, la base du sapin finit par se rétrécir, à un moment donné, le sapin tombe. Est-ce que, c'est pas la chasse au sapin, évidemment, là, mais ça, une affaire de même, là, on peut-tu faire ça? Admettons, ça arrive à Mont-Tremblant, il y a plein de chalets, là. Tu dis, tiens, viens-t'en le kid, on va aller chercher notre arbre de Noël. Comment est-ce qu'on analyserait un cas de même? Là, vous êtes policier. Ben, c'est un peu farfelu, mais... Admettons le 20 décembre. Chose certaine, on ferait un rapport de police, on soumettrait probablement ça à notre département des enquêtes pour vérifier avec le procureur parce que tout est légal. Il y a une infraction là-dedans, mais... Tout est légal. Tu as ton permis, tu as ton acquisition, tu as tout là, pour la possession. Tu es en dehors des périodes de chasse, tu t'en prends un sapin. Il faudrait vérifier si tout est fait dans les règles de l'art, s'il n'y a pas un usage négligent ou... Mais la question, c'est si l'arme à feu, dangereux. là, tu peux-tu t'en servir en dehors de la chasse? Oui, on pourrait, comme admettons, par exemple, au chalet, là. Je vous donne l'exemple d'un propriétaire d'une terre à Mont-Tremblant qui voudrait se faire des cibles, exemple dans pigeon d'argile, mettons. Pigeon d'argile ou dans un pit de sable que c'est bien encadré. À ce moment-là, la réglementation municipale va prendre le relais. Et la réglementation à Mont-Tremblant, c'est qu'on ne peut pas faire usage d'une arme à feu ou d'une arme à moins de 150 mètres d'une résidence. OK. Donc ça, c'est du municipal. Il y a une zone tampon à respecter. Et chaque municipalité décide évidemment de ses règlements. À Mont-Tremblant, on a décidé que c'était 150 mètres. Donc, on élimine d'office tout le centre-ville de Mont-Tremblant parce qu'évidemment, les maisons sont plus condensées du point de vue résidentiel. Mais si on serait en milieu plus rural puis qu'une personne serait au-delà de 150 mètres, il faudrait faire attention pour évidemment jamais tirer en direction d'une maison ou d'une personne parce qu'à ce moment-là, on pourrait se ramasser avec des accusations. Mais ça serait permis de le faire si on est à plus de 150 mètres d'une unité d'habitation. OK. Puis les heures dont on parlait pour la chasse, donc 30 minutes avant le lever, puis 30 minutes après le coucher, ça s'applique-tu pour quelqu'un qui dit, moi, mon fun le matin en m'étirant, c'est de tirer un coup? Bonjour tout le monde! Je pense pas que ça soit vraiment sécuritaire de tirer en l'air. À ce moment-là, si les voisins décideraient de faire une plainte, on ouvrirait probablement une enquête parce que ça serait dangereux. Mais effectivement, vous pourriez utiliser votre arme à feu, comme par exemple pour vous être pratiqué dans des situations d'habileté, par exemple, si vous respectez la réglementation municipale. Ouais, mais c'est toujours le fun de parler de ces... Mais vous devez en voir des vertes et des pas mûres. Vous, là, sincèrement, on se laisse là-dessus, là, c'est vraiment ma dernière question. Quand il y avait le registre des armes à feu... Oui. Tu sais, dans les régions rurales, Mont-Tremblant, chez nous, toutes ces régions-là, est-ce que vous le consultiez souvent avant d'aller intervenir chez quelqu'un? Peu importe. D'office, on le faisait. Oui? Oui, d'office, on le faisait quand on avait un appel. Surtout, on s'entend sur une plainte de bruit, c'est pas un réflexe d'aller consulter le registre des armes à feu pour des interventions de routine. Mais si on allait sur un appel comme par exemple de violence conjugale ou on allait sur un appel qu'on entendait un coup de feu, à ce moment-là, d'office, on demandait à la répartition de consulter le registre des armes à feu. C'est sûr que cet outil-là n'était pas parfait, mais c'est un outil que les policiers se servaient et chaque outil qu'on peut avoir, on va s'en servir pour garantir notre sécurité et la sécurité des citoyens également. Mais quand on avait ce registre-là, puis, admettons, les chicanes, ça brasse, on vérifie, OK, il n'y a pas d'arme à feu. Là, on baisse les bras un peu, quoi. Mais, ou on intervient comme si c'était toujours, parce que c'est peut-être pas enregistré.
En matière d'emploi de la force, ou quand on sait qu'on va aller sur un appel qui peut être un peu plus délicat, on doit toujours garder en tête ce qu'on appelle, nous, la règle du 1+1. C'est quoi ça? C'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas d'arme à feu enregistrée à cette adresse-là qu'il n'y aura pas d'arme à feu sur place. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans une zone un peu trop confortable où est-ce qu'on se dit, bon, le registre m'indique qu'il n'y a pas d'arme à cette adresse-là, fait que je vais prendre pour acquis qu'il n'y en a pas. On reste toujours vigilant. Le métier de policier, c'est quand même un métier qui est dangereux, mais c'est toujours une gestion de risque. C'est sûr qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, comme on utilisait le registre, mais on travaille comme on travaillait avant. C'est juste qu'on s'adapte. Nos techniques sont un peu différentes, mais on reste toujours vigilant, puis la règle du 1+1 s'applique. Oui. En tout cas, merci bien d'être venu. On a vraiment fait le tour. Hein? C'est bien apprécié. Alors, si vous allez à Mont-Tremblant, vous avez à quoi s'en tenir. Mais ça ne sera pas lui qui va vous arrêter, par exemple. N'est-ce pas? Probablement pas. Comment vous avez d'autopatrouille, vous, dans votre flotte? On a environ 4-5 autopatrouilles qui quel sont modèle? en service en tout temps. On a 3 modèles d'autopatrouille présentement. On a les Chevrolet Impala, les Dodge Charger et les Ford Taurus. Ford Taurus. Puis ça tire combien, ça? L'avez-vous testé? Non. Jamais? Non, je l'ai jamais Donc, testé. C'est vrai qu'à 180, là, ça commence à shaker. Moi, Avez-vous j'ai des tapis à clous? oui, on a les hérissons à pointe creuse, les HPC qu'on appelle, mais pour le véhicule de la prévention, j'ai un rutilant Chevrolet HHR de l'année 2008. C'est quoi ça, HHR? C'est comme un PT Cruiser, OK, mais c'est un peu dégueulasse. plus carré, C'est tellement là. laid. Ça Ah, ressemble c'est de toute un beauté. tombeau roulant, mais à moitié fini. OK, bon, ben c'est bon. Fait que j'irai me faire arrêter par chez vous. Bon, ben au retour de la pause, ce sera votre festival des boîtes vocales. Je sais, ça vous coule ici. Vous avez soif de vous entendre. Tout de suite après la pause.